Merci d'accueillir Youssef Argamine, d'une part, et Eric Ledouen, d'autre part, de la société Corelight. Merci. C'est bien cela? Oui. Et donc, comment optimiser la réponse aux incidents avec l'OpenNDR? Merci d'avoir chauffé la salle. Eh bien, c'est parfait, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous nous entendez suffisamment bien. Alors, on va se jouer à un petit jeu, on ne va pas essayer de faire des slides en expliquant qu'on est les plus beaux et les plus forts, mais on va passer plutôt sur des types questions-réponses entre nous. Vous avez compris, moi je vais jouer le commercial, et on a l'expert technique derrière, et on va essayer de démystifier un petit peu l'approche donc du SOC, en particulier autour du Allez, NDR. arrête ton blabla, Eric, on va commencer. Alors, juste un petit slide, parce que je suis le commercial, il faut bien que je le fasse, sur qui est Corelight. Alors, parce que c'est une histoire qui est assez intéressante. Je ne sais pas parmi vous... Eric, excuse-moi, je t'arrête. Le script, c'était normalement, je devais te poser la question, déjà, donc on va reprendre. Allez, attaque. Salut Eric, bon, ça fait quelques mois que tu es chez Corelight. Bon, explique-nous ce que fait Corelight, Eric. Alors, est-ce que quelques-uns d'entre vous connaissent l'open source Zik et l'open source Suricata? Oui, bravo, très bien. Alors, c'est une histoire intéressante. Pourquoi? Parce que les fondateurs de l'open source, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, suite à la demande des utilisateurs, ont créé la société commerciale Corelight, donc qui est basée sur ces technologies d'open source. Et il y a très peu de sociétés en fait sur le marché qui ont eu ce schéma-là. C'est pour ça que c'est un schéma qui est assez intéressant. Et ça se traduit comment? Ça se traduit qu'il y a une telle communauté de gens qui développent l'open source derrière, que ça permet non seulement d'avoir une solution qui est très riche, mais aussi d'avoir développé un standard. Donc la solution Zik est devenue vraiment le standard du Network Traffic Analysis. Et ses particularités, c'est que grâce à ça, un certain nombre d'acteurs sur le marché, et pas des moindres, des gens comme CrowdStrike, des gens comme Microsoft, des gens aussi comme Google avec Mandiant, utilisent ce standard-là. Et utilisant ce standard, ont ces solutions qui sont complètement intégrées avec notre solution donc, de Corelight. Donc fini le blabla. Maintenant, je te retourne une question, Youssef. On dit que le NDR, c'est beau, on parle aussi même du XDR, l'EDR. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que font toutes ces technologies? En fait, ta question, c'est est-ce que c'est pas du marketing, en fait, par rapport à l'IDS, IPS Alors, c'est une bonne question. Alors, l'un des premiers différenciateurs par rapport en fait, à une IDS, c'est déjà le positionnement, comme tu le sais. Le positionnement n'est pas le même. Ça veut dire que là où l'IDS avant était généralement sur un trafic qui était dit nord-sud, aujourd'hui on est sur du trafic est-ouest. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est à noter au niveau du NDR déjà. L'idée c'est de mettre une petite caméra dans ton salon pour être capable de voir ce qui se passe. La deuxième chose c'est d'être capable de récupérer aussi les métadatas. Les IDS, il y a quelques années, ne récupéraient pas, en tout cas par rapport au NDR, ne récupèrent pas les métadatas. Et ça c'est quelque chose qui est important parce que ça va permettre de contextualiser en fait. Quand on a une attaque, on a envie d'en savoir plus et le contexte, il vient tout simplement des métadatas. Donc le fait de pouvoir récupérer ces métadatas-là, c'est extrêmement important. Et notamment pour diminuer aussi les faux positifs. Les IDS, il y avait de gros soucis pour pouvoir gérer aussi les faux positifs par le manque de contexte. Le fait d'intégrer du contexte nous permet de mieux gérer en tout cas les faux positifs. Et puis, quand on récupère énormément de données, donc les métadatas, ce sont des extraits du réseau. Donc ça représente à peu près 1% du trafic. Donc l'idée, étant donné qu'on récupère énormément de choses, c'est de pouvoir l'automatiser et on va le faire avec du machine learning aussi. Donc les IDS, généralement, anciennement, n'ont pas de machine learning. Et c'est ce qui permet d'améliorer non seulement la visibilité, mais aussi la détection. Et puis enfin, il y a un point qui est aussi très important, c'est aussi l'intégration avec le reste de l'infrastructure, à savoir par exemple les EDR. D'accord? Donc là, vous avez le triade qui montre effectivement qu'aujourd'hui, une solution comme Corelight est capable de s'intégrer avec un EDR. Alors comment est-ce qu'on s'intègre? C'est intéressant puisque quand vous allez avoir une détection sur l'EDR, eh bien vous allez pouvoir pivoter sur le NDR pour être en mesure de regarder ce qui s'est passé sur le réseau, les détections sur le réseau,
par rapport à l'attaque qui a été vue sur l'EDR. Et vice versa. J'espère que ça a été clair. Mais moi j'ai compris. Bon, c'est top. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est il paraît qu'on est capable d'arrêter toutes les attaques avec le NDR. Ouais, alors ça, c'est ce que tu dis à nos clients, c'est ça? Alors, non, je pense qu'il n'y a pas un acteur qui peut se vanter de bloquer toutes les attaques. Alors les attaques, c'est déjà très complexe. Lorsqu'on a une attaque, généralement, on a à peu près 5 phases, à minima. Donc, on va faire de la reconnaissance, on va essayer de trouver des vulnérabilités, on va essayer d'exploiter les vulnérabilités, on va essayer de faire tout un tas de choses. Une fois qu'on a réussi à prendre l'avantage sur une vulnérabilité, on va essayer de faire des scans, du mouvement latéral. Et c'est là où le NDR est intéressant, parce qu'un attaquant ne va pas rester statique. Et donc, il va essayer forcément de faire des choses. Et l'idée de Corelight, c'est de dire, en fait, c'est qu'on va appliquer les bonnes détections, les bons mécanismes de sécurité par rapport aux détections. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, on va appliquer de la signature. Certaines, aujourd'hui, détections se font simplement, naturellement, avec de la signature. C'est ce qu'on va faire. D'autres détections vont se faire avec de la reconnaissance protocolaire, de la déviation protocolaire. D'accord? Donc ça, c'est la partie ZIC. Et puis, on va utiliser bien évidemment aussi le machine learning. Donc, on ne va pas avoir uniquement une seule technologie qui va nous permettre de faire la détection, mais on va vraiment panacher ces technologies-là pour avoir la couverture la plus grande possible. Voilà. Alors, et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est à noter, parce qu'aujourd'hui, une attaque, ça reste complexe, et quand on a un attaqueur qui vient, il va forcément essayer de faire quelque chose, et c'est comme ça qu'on va aussi le détecter. Voilà. Super. Merci pour ces précisions. Mais il paraît que justement le machine learning, c'est magique. Tu arrives à tout faire maintenant avec l'intelligence artificielle. Alors, je pense que toi et moi, Eric, sincèrement, je pense qu'on a connu le web 1.0. Le web 1.0, c'était le web statique, on faisait du lèche-vitrine. Ensuite, on a connu le web 2.0. Donc là, on pouvait faire des likes, on pouvait partager, faire un peu plus d'interaction avec les gens. Aujourd'hui, on est à l'ère du web 3.0. Donc c'est l'ère de la blockchain, de la décentralisation, où l'utilisateur va vouloir conserver ses données. Et on est à cheval entre le web.3 et le web.4, qui est l'ère de l'intelligence artificielle. Alors non, le machine learning n'est pas magique. Tout à l'heure, je vous parlais de signature. Si, Eric, je te dis par exemple, l'objectif qu'ont nos clients, c'est d'avoir un MTTD le plus court possible. L'objectif, c'est vraiment de détecter l'attaque le plus vite possible. Alors, est-ce qu'il est préférable de mettre du machine learning ou de la signature? Eh bien, ça dépend. Pour certaines détections, la signature va être super intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va triguer de suite et on va avoir une détection rapide. Si on applique du machine learning, eh bien, ça va mettre peut-être 2, 3, 5 minutes, parfois 1 heure, une demi-journée pour être détecté. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'acteurs du NDR qui ont commencé avec du machine learning et aujourd'hui ils font un rétro-pédalage. Ils reviennent en arrière en intégrant des IDS. Pourquoi? Parce que le machine learning c'est très intéressant, mais pour uniquement certains types de détection. Et c'est là où nous ce qu'on fait, c'est que on va appliquer le bon mécanisme de sécurité par rapport à la détection. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Voilà. Alors Eric, depuis tout à l'heure, tu me poses un certain nombre de questions. Donc moi, j'ai une petite question pour toi. Pour voir si tu as bien intégré Corelight depuis quelques mois, puisqu'on est collègues depuis 8-9 mois. Depuis tout à l'heure, tu parles de Open NDR. Mais en quoi c'est Open? Pourquoi tu ne dis pas juste NDR tout simplement? Alors, très bonne question. Merci Youssef. Ça ressemble à une question qui a été préparée. Mais typiquement, il y a à la fois le côté cœur de la solution qui est de l'open source, donc de l'open NDR, vous l'avez compris, ZIC, Suricata, donc avec cette force de la communauté qui est derrière. Donc c'est de l'open source sous stéroïdes, bien sûr, c'est-à-dire qu'on a rajouté des fonctionnalités qui sont extrêmement puissantes, mais c'est aussi le fait que ce soit open avec le reste des solutions. Donc typiquement, pour nos clients, c'est pas un écran de plus, c'est pas une solution de plus, ça veut dire que c'est complètement intégré. Tout à l'heure, Youssef, tu donnais l'exemple de l'alerte qui est venue depuis le DR, et donc la capacité donc intégrée avec, on parlait tout à l'heure de solutions type CrowdStrike, Microsoft Sentinel, etc. Donc la capacité de pivoter et d'aller à partir des traces réseau investiguer
directement sur les éléments qui sont remontés depuis l'EDR. Même chose avec l'intégration avec le SIEM. Donc cette notion open, c'est cette ouverture avec, là vous voyez une liste de partenaires. Et c'est aussi pour ça qu'en première slide d'introduction, on vous expliquait qu'il y avait certains acteurs du marché qui nous avaient choisi comme standard pour leur NDR. Il faut savoir par exemple que vous avez tous entendu parler de SolarWinds, c'est-à-dire que l'événement SolarWinds a été détecté à partir des équipes de Mandiant qui utilisaient notre technologie. Donc ce sont ce genre d'exemples. Alors évidemment, ça amène de la crédibilité sur notre solution, mais la vérité du terrain, c'est que le fait que ce soit intégré avec les grands acteurs du marché, c'est quelque chose d'important. Je rajoute un petit point, tout à l'heure tu parlais du machine learning, aussi le retour de nos clients par rapport à ça, c'est qu'on a un certain nombre de clients qui avaient utilisé d'autres solutions concurrentes du marché, qu'on peut qualifier de boîte noire, c'est-à-dire des solutions avec des algorithmes écrits par les têtes pensantes de leur recherche et développement. Il faut savoir que justement notre solution est ouverte, c'est-à-dire que quand on applique le machine learning dans notre solution, eh bien ce machine learning est configurable, c'est-à-dire qu'on explique en clair pourquoi on est arrivé à ce scoring, pourquoi on est arrivé à cette détection, et du coup ça permet aux clients de pouvoir fine-tuner, de pouvoir vraiment mettre au mieux le curseur pour ne pas être inondé de faux positifs et pour ne pas avoir une solution qui fasse trop de bruit. C'est presque ça, mais c'est pas mal. Voilà. Non, mais écoute, si tu veux rentrer plus dans le détail, Youssef. Non, l'idée de ce que tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment open, c'est que ce que nous remonte le SOC très souvent, c'est que quand on a des détections, effectivement, alors certains de nos concurrents vous disent effectivement, voilà, c'est une certaine sévérité. Et ils veulent en savoir plus. Ils veulent être capables eux-mêmes de qualifier la raison pour laquelle ça a été émis avec un score X ou Y. Donc l'idée, c'est de dire on est open parce qu'en fait, toutes les détections et tous les mécanismes au sein même du machine learning, ce qu'on appelle certains appellent ça la télémétrie, d'autres appellent ça les features, d'autres appellent ça les dimensions, mais vous avez la visibilité complète de l'ensemble des dimensions et de leur scoring également. Donc en fait, on ne cache rien. Et je disais presque parce que très prochainement, on permettra de tuner, je dévoile un petit peu la roadmap, mais très prochainement, on permettra de tuner même au niveau du machine learning. Voilà, c'était tout pour moi, en tout cas, Eric. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, on a gardé quelques minutes en fonction des questions qu'il pourrait y avoir dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des points techniques, puisqu'on a quelques minutes devant nous. Exactement. Profitons-en, n'hésitez pas. Voilà, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la présentation. Donc j'avais juste une question. Pourquoi la solution se limite juste à la partie NDR? Est-ce que dans la perspective, vous envisagez de l'étendre peut-être vers du XDR ou c'est pas prévu? Oui, c'est bon? Oui. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'avance pas vers le XDR, c'est ça? Alors en fait, le XDR, alors chacun a sa propre interprétation du XDR, mais si je peux résumer, l'idée c'est d'avoir un même et seul data lake, d'être capable de récupérer différentes informations de différentes infrastructures, peut-être de compiler tout ça avec de l'intelligence artificielle et puis d'être capable d'en sortir des résultats. Tout à l'heure, en fait, pour nous, le XDR, c'est le fait, par exemple, d'être capable de fonctionner avec un certain nombre d'acteurs. Donc, on citait CrowdStrike, Microsoft, Mandiant, etc. Mais pour moi, le XDR, c'est pas tant être en mesure d'envoyer des données sur un même data lake, parce que ça, n'importe qui peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est pour ça qu'on va avoir quelque chose qui va s'appeler, par exemple, le Community ID entre nous et nos partenaires, EDR par exemple, et ça va nous permettre vraiment de pivoter réellement. Donc en fait, on a des dashboards qui sont vraiment intégrés. Alors nous, bon, je ne vais pas utiliser le team XDR parce que ça englobe un petit peu tout. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler, nous, le XDR, c'est qu'on contribue en fait au XDR. Et aujourd'hui, si vous prenez du CrowdStrike ou du Sentinel, etc., eh bien, vous allez pouvoir pivoter de l'un à l'autre. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant derrière cette notion de XDR. Et d'avoir une même picture, en fait, entre ce qui se passe au niveau de l'EDR et au niveau de toute la partie réseau. L'idée, c'est pas d'envoyer tout dans un fourre-tout et puis vous laissez vous débrouiller, notamment sur les gens du SOC, mais d'avoir cette passerelle entre les deux. Voilà. Mais très bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de buzz marketing autour de ça.
Et en tout cas, c'est un buzz qu'on n'utilise pas. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir la vraie intégration avec les solutions qu'utilisent les clients.